Je vais peut-être commencer. En ce qui concerne la gestion budgétaire dans le secteur privé, il y a un certain nombre de critiques qui ont été formulées, qui datent d'il y a longtemps d'ailleurs. Les premières ont été formulées dès 1952. On a ensuite eu des critiques dans les années 60, un peu en parallèle d'ailleurs de ce qui s'était fait avec la rationalisation des choix budgétaires à la même époque. Et puis ces critiques ont pris un envol particulier à partir du milieu des années 90, autour d'un think tank qui s'appelle le Beyond Budgeting, qui est soutenu par un certain nombre d'entreprises. Alors pour résumer les critiques, j'ai une citation qui est formidable, qui est de Jack Welch, donc on ne peut pas supposer qu'ils ne connaissent pas la gestion des entreprises. Et Jack Welch nous dit: le budget, c'est le fléau des directions générales américaines, il n'aurait jamais dû exister, parce que faire un budget, c'est un exercice de minimalisation, parce que tout le monde est en train de négocier les chiffres les plus faibles possibles pour pouvoir atteindre ses budgets. Voilà, le cadre étant posé, ça résume pas mal des critiques en fait. L'idée étant que c'est finalement assez faiblement relié à la stratégie, une déclinaison très imparfaite avec des gens qui se contentent bien souvent de reprendre les chiffres d'une année et de les appliquer sur l'année suivante. Qu'il y a quelque chose de paradoxal d'appeler de gestion prévisionnelle, c'était l'autre nom de la gestion budgétaire dans le privé, une gestion qui consiste essentiellement à faire une gestion par le rétroviseur, en fait, à regarder les écarts par rapport au passé pour s'ajuster. Des critiques liées à la création de valeur. Le but du jeu d'une organisation privée, c'est de créer de la valeur, alors qu'ici, le budget nous incite surtout à baisser les coûts, ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc voilà pour le secteur privé, on pourrait en dire beaucoup d'autres. Une lourdeur aussi, on reprochait beaucoup au budget d'être très très lourd. Des études ont été faites pour estimer le coût du budget et voilà, pour un bénéfice au final pas très très intéressant. Sur le secteur public, je connais un petit peu moins, j'ai un peu baigné dedans, mais il m'a semblé que les critiques sont pas très très loin d'être les mêmes. En fait, un exercice peut-être un petit peu trop ritualistique en fait. Là aussi, des chiffres qui s'appuient peut-être un petit peu trop sur le passé et qui s'articulent pas forcément à la stratégie dans sa version budget traditionnelle, et qui s'appuient pas forcément sur la stratégie des institutions. Mais là, je pense que Mme Verdier pourra être beaucoup plus précise sur ce sujet. Merci, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de points communs, même si moi je parlerai pour le coup surtout du public. Vous avez évoqué la rationalisation des choix budgétaires. Il y a un mouvement de fond consistant à dire qu'il faut construire le budget de l'État, et peut-être plus généralement d'ailleurs des entités publiques, en le raccrochant plus à la stratégie et du coup en ayant une vision à la fois plus englobée, moins éclatée, éparpillée, si je puis dire, et plus reliée aux résultats. Et c'est toute l'inspiration de la LOLF, je pense, sur une place plus importante à donner à la performance et une responsabilisation aussi plus grande à faire pour les gestionnaires publics, donc qui a pris des formes différentes. La RCB fin des années 60, si on veut s'en marquer toutes les étapes, on peut parler de la circulaire Rocard, d'une volonté de déconcentration des responsabilités au sens très large, qui passe aussi par le budget. Alors après, je pense qu'il y a quand même des différences entre le public et le privé, donc je veux pas voilà, j'ai un point de vue qui n'est qu'un point de vue, mais quand même, c'est intéressant. Vous dites le but d'une entreprise, c'est de créer de la valeur, ça c'est indéniable. Le but de l'État ou de la puissance publique, c'est de délivrer du service public au moindre coût. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que ça revient un petit peu au même, mais enfin, quand même, pas tout à fait. Il n'est pas évident, ne serait-ce que pour aller par là, sans aller jusqu'à faire de la philosophie, mais que le but de l'État et de la puissance publique soit d'être le plus gros possible ou de dégager le plus de services possible. En fait, il y a un principe d'adaptabilité aussi et de réponse, en fait, à des besoins qui sont évolutifs, qui gouvernent, je pense, aussi assez largement le budget. Donc après, c'est intéressant parce qu'on est, nous, cette année, on célèbre le centenaire de la direction du budget. Et je le dis parce que du coup, par rapport au quotidien de la directrice du budget, je regarde dans le rétro peut-être un petit peu plus que d'habitude. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir que les interrogations qu'on a aujourd'hui, en fait, elles sont effectivement pas nouvelles. Sur un mouvement de contestation de l'exercice budgétaire, oui, comme vous le disiez, très ritualisé, très reconduction, service voté, etc., d'une année sur l'autre. Et la quête voilà, d'un sens plus clair sur ce qu'est un budget, c'est-à-dire peut-être encore plus pour le public que pour le privé, l'incarnation de choix. Alors,
Moi, si je reprends sur les expériences du privé, en fait, ce que l'on constate, et ça vaut pour le budget, mais ça vaut également pour les autres outils, en fait, c'est souvent une très forte déconnexion entre la stratégie d'un côté et sa déclinaison de l'autre, avec un processus rituel, pas forcément assumé d'ailleurs dans les entreprises. J'ai souvenir d'une intervention que j'avais faite où j'avais 70 directeurs financiers d'entreprises devant moi. Je tenais un peu ce discours-là, en fait. Notamment, j'avais expliqué que souvent dans le budget, on s'occupait de choses qui n'étaient pas vraiment importantes, comme par exemple le budget des gommes et des crayons. C'était pour être un petit peu provoquant. Donc j'en ai 4 qui n'étaient pas contents, qui m'ont expliqué que je ne comprenais rien à la pratique privée, que dans les entreprises privées, on s'occupait d'autre chose que du budget des gommes et des crayons. Je les crois volontiers pour cela, allez peut-être même pour une dizaine. Par contre, les 60 autres à la pause café sont venus m'expliquer que dans leur entreprise, ça se passait bien comme je venais de le décrire, mais ils ne pouvaient pas en parler devant leurs collègues parce que c'est vraiment la honte, en fait. Et ça, c'est intéressant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait. Il y a beaucoup de communication aussi sur les pratiques de gestion. Donc la déclinaison avec la stratégie, c'est pas si simple que ça, et ça occupe des rayons et des rayons de livres faits dans les bibliothèques. Et le budget est assez mal conçu en fait pour décliner la stratégie. Alors là, autant dans sa version traditionnelle pré-LOLF en fait, que dans la version classique des entreprises, on a des budgets qui sont construits essentiellement avec des charges par nature en fait. Ça ne dit absolument rien en fait des intentions des acteurs, de ce pourquoi la dépense est engagée. Donc il y a déjà tout un travail en fait qui est un travail technique pour rendre accessible en fait l'enregistrement des dépenses dans un langage de l'action en fait. Et c'est ça qui est très très compliqué. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu managérial, puisque c'est bien d'avoir une stratégie, encore faut-il l'avoir partagée pour qu'elle puisse s'incarner dans les budgets et pour qu'elle puisse se percoler en fait au plus proche du terrain. Et là aussi, en termes de management, il y a beaucoup à dire. Une des entreprises avec lesquelles j'avais travaillé faisait un test simple. En fait, quand le directeur général arrivait pour challenger le budget, en fait, il commençait par questionner les opérationnels pour savoir ce qu'ils connaissaient des objectifs stratégiques. Parce qu'en fait, c'est le meilleur test à faire, parce que sinon, le patron de l'entité avait toujours un beau discours en fait, qui consistait à expliquer comment il avait décliné ça tout seul dans sa tête. Et c'est pas ça. L'idée, c'est que le budget, c'est qu'un artefact en fait, pour mettre sous tension de manière financière en fait, une organisation. Donc pour moi, les deux écueils, en fait, ils tiennent en partie à la dimension technique du budget, et puis à cette dimension managériale. Alors je dirais que côté État, parce que ce n'est pas le cas sur l'ensemble d'ailleurs de la dépense publique, je pourrais en dire un mot, objectivement, il y a un avant-après quand même, c'est vous qui avez cité la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, donc en vigueur pleinement depuis 2006, où il y a une volonté très forte qui est partie du Parlement. Je pense que c'est très important, je vais y revenir parce que on est en démocratie, et tant mieux, et donc il y a un regard parlementaire sur le budget qui est, je crois, on ne peut pas dire que c'est de même nature que celui de l'Assemblée générale ou du conseil d'administration sous la forme de société sur le secteur privé, et qui donc, en fait, s'est suffisamment insatisfait de cette situation d'éclatement et de présentation de budget par nature pour faire un acte quand même un petit peu, oui, d'une certaine manière révolutionnaire, puisque c'est en plus venu d'initiative parlementaire, ce texte, que d'arriver à avoir une présentation du budget de l'État par objectif, par politique publique. Hein. Donc il y a à peu près 134 programmes aujourd'hui du budget général qui sont regroupés par mission, voilà, qui incarnent une mission. Donc ça peut être la mission sécurité, qui s'incarne avec la sécurité civile, la police, la gendarmerie. Ça peut être la gestion fiscale et des ressources humaines, les fonctions support de l'État, entre guillemets. Voilà, ça peut être l'écologie, le développement durable. Bref, des objets parlants et qui, je dirais, sont une condition du possible, qui ne sont pas du tout suffisantes, hein, mais quand même, pour réconcilier la stratégie et les chiffres et le budget. Donc voilà, première chose, je pense qu'on a eu conscience de ça, essayer de le traduire. Je disais, c'est partiel, et je pense que c'est aussi un des enjeux majeurs pour l'État aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une déclinaison aussi fine pour l'ensemble de la dépense publique. Au budget de la sécurité sociale, on a des agrégats qui sont l'ensemble de la dépense de la branche maladie, de la branche famille. Il y a une déclinaison avec des programmes de qualité et d'efficience, mais qui ne sont pas non plus, voilà, je pense, à un niveau analytique aussi fin que ce qu'il y a sur l'État. Et puis, enfin, on pourrait épiloguer, mais enfin, on n'a pas une représentation consolidée par politique publique de la manière dont c'est fait. Et ce n'est pas en soi juste une critique de texte à texte, PLF ou PLFSS, c'est plutôt de considérer qu'on est dans un monde complexe, dans lequel les politiques publiques sont conduites par plusieurs acteurs
qui agissent en fait ensemble pour une politique. On peut par exemple aussi parler de la politique d'insertion qui implique beaucoup les collectivités locales. Et pour le citoyen, en fait, non, vous n'avez pas un budget agrégé de la politique d'insertion qui vous montrerait bien quels en sont les objectifs. Et puis, mais vous avez envie de réagir, je vous laisserai la parole, mais et puis je pense que la deuxième, donc l'intention est là, la réalisation est à la fois pas complète sur le champ complet de la dépense et pas complète non plus dans ce qui était l'intention originale, c'est-à-dire d'être clair sur des grands agrégats en face desquels on met des objectifs et des indicateurs et dont on est capable de rendre compte en mettant en relation l'argent dépensé et les résultats obtenus. Ça reste encore assez plaqué, en fait, cette démarche de performance sur le budget, même si on essaye de s'en emparer. Puis le deuxième sujet, pour rebondir sur la question de savoir si, au-delà de la stratégie et des grands chiffres et du budget macro, ça change vraiment ou pas le quotidien des gens, je pense qu'on a un défi récurrent au sein de l'État et des acteurs publics, du secteur public, d'alignement du jeu d'acteurs. Moi, comme directrice du budget, je suis quand même très frappée de la disproportion, si je puis dire, du temps passé à essayer de résoudre des positions qui partent de positions très antagonistes. Bon, alors qu'au final, on pourrait dire, on est tous fonctionnaires au service d'un même État, on sert des ministres qui sont au sein d'un même gouvernement, et le budget est un lieu de mise en cohérence de l'action, je pense de l'action publique comme de l'action privée, parce qu'à la fin, je disais, c'est aussi incarner des choix, mais c'est traduire très concrètement, en fait, comment est-ce qu'on va faire les choses, et ce sur quoi on peut indéniablement progresser encore, je pense, pour rapprocher les chiffres et de la stratégie. Voilà, c'est sur cet alignement du jeu d'acteurs, sur ce qu'on cherche à faire avec un budget. Oui, j'aurais juste réagir. Moi, j'avais trouvé très intéressant, en fait, j'ai découvert la gestion sans budget, le beyond budgeting, à peu près en même temps que je découvrais la LOLF, en fait, 2 ans près. Et j'ai été frappé par la similitude, en fait, des réflexions. Alors, dans le domaine privé, il y a des endroits, des acteurs pour lesquels c'est plus simple d'aligner le budget par rapport à sa finalité stratégique. Toutes les organisations qui sont conçues sur projet. Je vais prendre un exemple. Une des premières entreprises en France qui a mis en place du budget dès 1929, c'est Alstom. Donc c'est une organisation profondément organisée par projet. En fait, vous construisez des chemins de fer, des centrales. À chaque projet correspond en fait un budget. Ça marche bien en fait dans ce genre d'entreprise. Et il y en a plein d'autres pour lesquels c'est pas le cas parce que l'activité se fait chemin faisant en fait sur plusieurs années. Donc il faut reconstruire en fait une logique d'action. Et donc les réflexions ont été assez parallèles dans certaines entreprises où on reconstruit des déclinaisons. Alors on va pas retrouver les missions, programmes, actions. En fait, on va retrouver des actions des key value drivers, des objectifs stratégiques, des actions stratégiques, des leviers opérationnels et puis des plans d'action derrière. Et ça, c'est toujours la sainte trinité du management, en fait. On la décline toujours un petit peu pareil. Donc, j'ai toujours été frappé par cette similitude. Et puis, il y a un point que je trouve très intéressant dans votre intervention, c'est peut-être ne faut-il pas considérer l'alignement comme étant quelque chose de naturel, en fait, mais peut-être quelque chose d'exceptionnel. C'est quand les gens sont alignés, en fait, que c'est extraordinaire. L'alignement des planètes organisationnelles et des individus, ça fonctionne assez peu. Et dans un article récent avec une collègue irlandaise, en fait, on a retravaillé cette question de la gestion budgétaire, en fait, non pas sous le prisme de la recherche en fait d'un alignement, mais sous l'idée que, en fait, ce que l'on gère profondément dans une organisation, c'est les tensions entre des points de vue contradictoires, et que cet outil nous permet de gérer ces points de vue contradictoires, ce qui est tout à fait différent, en fait, parce que derrière, ça ne nécessite pas les mêmes compétences managériales, mais ça, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. C'est juste pour rebondir sur ce dernier point, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on dit un peu la même chose, pardon. Mais c'est-à-dire que moi, je ne me dis pas une espèce de nostalgie d'un âge d'or où les acteurs publics étaient alignés, où le budget se produisait sans heurts, ça n'existe pas. Et pour me balader un peu et avoir des échanges informels avec mes homologues européens, notamment, je dirais, même nos homologues nordiques qu'on décrit comme très, très carrés, disciplinés, ont ce type de tension. Donc je pense que c'est très naturel. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part, en fait, que je trouve très intéressant aussi dans le budget, c'est pour ça que je suis passionnée par mon métier, c'est effectivement à la fois du notarial et du stratégique. Et c'est bien cette interaction entre le budget, un peu lieu de la vérité, qui est de dire, de considérer que, pour reprendre l'exemple du budget d'Alstom, à la fin, il y a les profs, on sait combien ils sont en début d'année, il faut les payer, ça ne sert à rien d'essayer de tergiverser sur, je dirais, quels sont les coûts moyens. Normalement, on a a priori un degré de formation des personnes qui fait qu'on sait bien combien ça coûte et qu'on ne devrait pas avoir de débat sur des questions de ce type, si je puis dire, pour le concentrer sur les questions stratégiques. Et c'est de voir comment
c'est pas seulement une question d'alignement politique, mais de voir à quoi on alloue le temps, parce que c'est comme partout, une ressource rare, dans le public comme dans le privé, je crois, à quoi on alloue le temps des personnes qui sont chargées de s'en occuper. Donc il est sain qui soit alloué à effectivement traiter les différents points de vue ou les différences d'objectifs qui sont légitimes chacun pour ce qu'ils sont, si je puis dire, voilà, et qui soit passé à ça plutôt qu'à des divergences d'appréciation plus techniques. Mais mon expérience de budgétaire dans différents types de fonctions est quand même qu'on n'arrive pas bien à séparer les deux. Il n'y a pas longtemps, je fais venir à Dauphine, je m'occupe d'un MBA en fait, on prépare des cadres en fait haut niveau. Et je fais venir ma dernière marraine de promo, c'était une jeune femme qui travaille chez Accor aujourd'hui et qui s'appelle Maud Bailly et que je trouve absolument remarquable en fait. Elle a une capacité de maîtrise du verbe qui est absolument exceptionnelle. Je crois que ça, c'est une vraie qualité en fait du manager, parce que quand on a des budgets, derrière, pour faire passer une intention stratégique, il faut être capable de mettre une histoire. C'est-à-dire qu'un budget, c'est des chiffres et c'est des mots. Je vais dire ça autrement, en fait, c'est des comptes et des comptes, en fait, mais pas tout à fait dans la même orthographe. Et ça, c'est important. Et je pense que le principal enjeu du manager, c'est être capable de traduire, en fait, ce qu'il y a dans les comptes par des contes, des histoires, en fait, qui vont donner du sens et qui vont être inspirationnelles pour les acteurs. Donc ça, je pense que c'est une première qualité, en fait, que là, je maîtrise les acteurs. Une deuxième qualité, c'est peut-être la capacité à prioriser, en fait. Quand on prend les budgets, ça peut devenir absolument gigantesque, en fait, avec des chiffres partout. Moi, j'ai toujours été admiratif de ce qu'appelleraient ces grands dirigeants, c'est mon manager, vous passez une journée avec eux, et à la fin de la journée, ils vous expliquent qu'en fait, il y a 3 sujets importants, c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous y passez 3 jours derrière et vous n'arrivez pas à voir comment vous auriez pu mieux résumer ce qui s'était passé. Effectivement, s'il y a vraiment 3 domaines qui sont importants, c'est celui-ci. C'est cela. C'est pas facile, en fait, à obtenir, parce que ça veut dire qu'après, vous êtes capable de concentrer l'attention et de toujours ramener l'attention lorsqu'on va discuter des budgets. Dans un des cas que j'avais étudié sur la gestion budgétaire, c'était ça. L'idée, c'était de se dire on ne peut pas travailler sur tout, il va falloir travailler que sur quelques éléments en fait qui sont clés. Et ça, c'est un effort de tous les instants pour se dire on ne va pas discuter de tout, on va discuter de ce qui fait sens en fait. Alors, il travaillait sur les 20-80 de Pareto. Hein, il y a 20% des actions. C'était dans ma liste. Mais bon. Voilà. Écoutez, je vous laisse la parole. Alors, pardon, non, mais effectivement, moi, pour le budget, je pense que c'est clé, et c'est d'ailleurs quelque chose que je dis aux nouveaux arrivants, d'ailleurs, de dire que dans la qualité des budgétaires, il y a savoir effectivement approcher le principe de Pareto, voilà, donc de savoir s'arrêter sans avoir fini de complètement faire le tour du sujet, mais pour délivrer à l'heure le bon conseil au moment de la décision. Et ça m'amènerait peut-être, pour répondre à la question, à un autre, ce par quoi je pense j'aurais commencé sur les qualités d'un budgétaire, en tout cas du point de vue que vous posez dans l'interaction du jeu d'acteurs, qui est la négociation. Et parce que l'art de négocier, en soi, ça fait appel à énormément de dimensions humaines, très humaines, puisque c'est justement bien savoir sur quelle palette de la négociation il faut jouer. Donc c'est une des dimensions de la question, qui est un peu sociologique et qui suppose de rentrer dans le jeu de l'autre. Pour bien négocier, il faut comprendre les objectifs de l'autre pour essayer de trouver des compromis, sinon ça ne sert à rien. Il faut savoir effectivement à quel moment on doit être en position un peu de force ou au contraire de composer, et être capable aussi de se dire que on n'est pas dans la logique de tout ou rien, parce que ça, c'est pas la négociation en tant que telle, c'est le rapport de force en effet. Et donc un budget doit être capable de dépasser ça. Vous disiez compte et compte avec 2 orthographes différentes. Moi, de manière beaucoup plus prosaïque, je dis les chiffres et les lettres, mais enfin, je pense effectivement que ça revient un petit peu au même, et qu'il y a une question de faire parler des chiffres et une stratégie, et surtout d'avoir une stratégie qui est dans le temps, et d'expliquer ce qu'on fait dans le temps, qui n'est pas qu'une succession de court terme quand même. Enfin, je ne voudrais pas faire mentir Keynes. C'est aussi ça, mais il faut avoir un cap et voir effectivement comment est-ce que les décisions de court terme qui sont prises sont bien reliées à un objectif. Alors, je ne parlerai pas de grands dessins ou autre, mais voilà, et on y est encore plus obligé dans le secteur public, où une des fonctions de la politique budgétaire, c'est aussi d'être un compartiment de la politique économique. Alors, du point de vue de la directrice du budget, c'est très très loin de s'y résumer, parce que sinon, à ce compte-là, on ne fait que de la très grande macro, et on ne se pose pas de questions d'efficience et d'efficacité de l'action publique, mais ça en est aussi une. Et ça, c'est aussi un des horizons qui fait que, pour les qualités attendues, ou ce qui doit être vraiment mis en avant aussi pour faire un budget, je rejoins un peu ce que vous disiez, en fait, c'est pas seulement de l'art de la synthèse, c'est notre métier au quotidien, il est d'être capable de faire de l'analytique et du synthétique.
Et c'est aussi ça un budget, parce qu'un budget, c'est précis, et on ne s'excuse pas de le faire, mais il y a un moment, il faut rentrer. On est en train de mettre dernièrement un projet de loi de finances qui sera présenté au Conseil des ministres le 25 septembre. On met des chiffres à l'euro dans le budget. Donc voilà, il faut à la fois avoir cette dimension-là, tout en étant évidemment, mais là je vous rejoins complètement, être capable de dire les 3 lignes de force du budget, c'est ça, les 3 enjeux de la négociation, voilà, enfin 3 ou 2 ou 4. La direction du budget, qu'elle soit ici ou plus bas en fait dans les organisations publiques, et en fait elle est beaucoup moins forte dans les entreprises privées. Et le rôle du contrôleur de gestion, il a été beaucoup amoindri en fait ces dernières années, tout simplement parce que derrière ça porte une question de responsabilisation. C'est-à-dire que le manager, s'il ne s'approprie pas son budget, si on lui impose son budget, on ne peut pas le rendre responsable. Une question de logique derrière. Donc c'est à lui de défendre son budget, de tenir son budget, de l'assumer, et le dialogue va se passer entre niveaux hiérarchiques en fait, qui vont avoir à mettre en place en fait une politique. Et le contrôleur de gestion dans ce cadre-là en fait il y en aura 2 en fait. Il y en aura un pour le supérieur hiérarchique et un pour l'opérationnel. Vont être chacun dans leur rôle en fait de support et de défense des chiffres, mais pour des questions de responsabilisation en fait, ils vont un peu être sortis du paysage. Et ça a été une des grosses critiques qui a été faite sur le budget. En fait, les mauvaises langues les ont appelés, moi j'enseigne à ces gens-là, donc ils s'appelaient les compteurs de haricots, quoi. Donc c'était pas un compliment en fait. Non, les compteurs de haricots sont trop forts en fait dans une entreprise. On a un problème parce que en fait l'entreprise n'est plus responsabilisée sur rien. On passe notre temps à remplir tout un tas de papiers. Et en revanche, s'ils sont trop faibles, on a un problème parce qu'on va aller à la banqueroute. Donc il y a un subtil équilibre. J'aime bien cette position parce qu'elle ne traduit pas une bonne pratique, elle traduit une recherche d'équilibre incertain, dont on ne sait pas très bien où il est. Et donc c'est intéressant de voir que là, on a des gens qui sont un peu sortis du paysage sur toutes les pratiques de réforme du budget dans le beyond budgeting, parce que c'est en fait des réformes du budget. Le rôle du contrôleur de gestion, du gardien du chiffre, en fait, est pas tellement discuté. En fait, c'est pas un vrai sujet. Le sujet, il est plutôt remis sur les épaules des managers. Ça, c'est une grosse différence avec le public. Moi, je le vis pas du tout comme ça dans mon administration. Voilà. C'est vrai. Alors après, il y a une différence quand même un peu indépassable, je trouve, entre le public et le privé, c'est qu'on a aussi un rôle, nous, vis-à-vis du politique, de conseil vis-à-vis du politique, qui par nature même du fonctionnement de nos institutions est appelé à être renouvelé. Et du coup, l'aspect de la vérité du chiffre, je ne dis pas du tout du gouvernement par le chiffre, mais il est important. Quand on est arrivé, moi j'ai pris mes fonctions début 2017, une de mes premières tâches, les premiers mois de mes fonctions, était de dire, bon ben voilà, il y a des élections générales, les dates sont connues à l'avance, bien, il faut qu'on soit prêt. Et être prêt, ça a consisté, y compris, à animer un travail interministériel pour déterminer précisément ce qu'on appelle dans notre jargon les tendanciels de dépenses, c'est-à-dire pour présenter collectivement la copie la plus j'allais dire honnête, mais c'est pas une histoire d'honnêteté ou de malhonnêteté, mais la meilleure connaissance collective qu'on pouvait avoir de ce qu'étaient les impondérables du budget, de ce que, parce que tout le monde le sait, une dépense, elle peut être selon sa nature, son objet, bref, elle peut être infléchie à des termes plus ou moins rapprochés. Et donc, en soi, juste ça, avoir une direction du budget qui anime un travail interministériel, je remonte la réalité de la connaissance collective qu'on a de la dynamique pluriannuelle de la dépense, je peux vous dire, ça a été pas évident. Au final, tous les ministères sauf un ont joué le jeu. Je ne dirais pas qui, c'est pas la peine d'insister. Et je pense qu'on a collectivement progressé. C'est-à-dire en montrant quand même qu'il y a un moment, le fantasme du tout est toujours possible et tout peut être reconstruit d'une année sur l'autre, on sait tous que c'est pas vrai. Voilà. Et d'un autre côté, donner la plénitude des choix, elle est bien justement de l'éclairer par ce travail technique. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est les financiers qui décident des stratégies. C'est bien de vérifier qu'on est capable de faire une stratégie. Puis après, la différence, l'autre, elle est évidente. C'est que vous l'avez dit, il y a un problème avec les financiers. Ils nous frontaient les haricots, mais on est quand même à 2 secondes de la banqueroute. Voilà, je pense qu'en France, on est en déficit depuis 1974, on continue. On a une dette publique qui va bientôt approcher les 100 points de PIB, mais on nous paye pour nous prêter de l'argent à 10 ans. Donc voilà, on est quand même dans un environnement où la contrainte économique s'exprime différemment. Et c'est aussi peut-être parce qu'elle ne s'exprime pas au quotidien sur les gestionnaires publics qu'on a besoin d'une DAF Group un peu puissante. Mais après,
Une autre dimension très différente, et il y en a plein, c'est cette capacité à prioriser, en fait, qui est beaucoup plus forte dans le privé que dans le public. C'est-à-dire que dans les expériences que j'avais connues, là où il s'agit de prioriser, dans une entreprise privée, c'est relativement simple. C'est-à-dire que si le manager il se plante, il met son entreprise en faillite. Alors elle peut être très grosse, ça peut être dramatique, effectivement, mais c'est pas l'État, quoi. Dans le secteur public, c'est beaucoup plus compliqué de prioriser parce que derrière, il faut rendre des comptes politiques, expliquer qu'on n'a pas mené telle ou telle politique publique. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, qui est le créancier en dernier ressort de tout ça, c'est pas du tout évident. Donc, dans la capacité à prioriser, je trouvais qu'il y avait une grosse différence au fil des différentes expériences que j'ai pu suivre, en fait, entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé, il n'a des comptes à rendre allez, j'exagère un peu, aux actionnaires, en fait. Et donc ça, on va le faire pendant l'Assemblée générale, et c'est pas effectivement très démocratique, même s'il y a des votes, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc là, on a une plus grande capacité à prioriser que dans le secteur public, quand il va falloir expliquer qu'on a choisi telle politique et pas une autre. Pour les politiques, ça a un impact fort, en fait, sur leur réélection. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Je me rappelle d'un maire qui m'expliquait qu'il arrivait très bien à faire ça. C'est un maire d'une petite commune. Bon, il était maire depuis 20 ans, et je pense qu'il n'était pas très, très inquiet par sa réélection future. Donc à partir de là, effectivement, il peut commencer à mettre en place des politiques qui sont très différentes. On retrouve ça dans le secteur privé. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui a un flottant très très important, vous aurez du mal à expliquer en fait vos choix parce qu'il faut les expliquer à une large collectivité d'acteurs. C'est pas simple. Si vous avez un actionnaire de référence, vous pouvez le prendre entre quatre yeux et lui expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là, que ce choix-là n'est pas très rentable à court terme et qui va payer à long terme. Et ça change tout en fait. Et voilà, on retrouve des points qui me semblent, qui sont à la fois semblables mais aussi assez différents. Cette capacité à prioriser. Je ne sais pas, dans le public, moi, pour le coup, je ne pense pas qu'on a une temporalité trop longue par rapport à l'évolution de contexte. Je pense plutôt qu'on a des horizons temporels trop courts. Moi, une de mes obsessions, j'emploie à dessein un terme un petit peu fort, hein, c'est de développer la programmation budgétaire pluriannuelle. C'était déjà une des intuitions qu'on avait travaillé avec Alain Lambert et Didier Migaud quand j'avais travaillé avec eux sur un rapport sur la mise en œuvre de la LOLF, justement. C'est de dire qu'en fait, si on veut faire incarner une logique de responsabilisation et de performance, ça ne marche que si on a effectivement une visibilité d'au moins 2-3 ans. Ce qui ne veut pas dire que tout est figé et qu'on ne peut rien faire pour changer le plan, si je puis dire, mais qu'il faut avoir un plan. Voilà. Donc ce qu'on essaye de faire à court terme pour consolider, nos réformes d'actualité pour faire exister ça, il y a d'une part, depuis une dizaine d'années quand même, une programmation budgétaire au sein de l'État, en gros à horizon 3 ans, dont on se dit qu'au bout de 2 ans on la revoit, mais on a quand même une programmation. Elle est inégale et assez insatisfaisante, mais de par ma fonction, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, parce que sinon il faut changer de métier. Mais enfin, en tout cas, on a fait exister quelque chose qui n'existait que dans les cartons de la direction du budget, qui faisait déjà des projections, mais qui n'étaient pas partagées. Voilà, et on essaye de développer de la contractualisation aussi. Vraiment de la contractualisation, alors bien sûr, de la fausse, c'est-à-dire sans aucune valeur juridique, mais de la contractualisation entre entités administratives, clairement le budget et un opérateur ou une direction métier, en disant voilà, on est clair sur ce pan-là de l'action publique, on est clair sur la stratégie, on est clair sur les moyens. Moi, direction du budget, je prends ma part du risque. Et je vous assure que je ne vais pas revenir l'année prochaine en vous disant « Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, vous avez une économie de X% de votre budget de fonctionnement à faire, dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est comme ça. Vous n'allez pas revenir l'année prochaine avec « Ah, il y a tel grand projet dont je ne vous ai pas parlé, le budget c'est en plus. » On se met d'accord, bien sûr qu'il va se passer des choses, il y a des aléas, mais voilà, on s'est donné quelque part un outil pour y faire face, on s'est mis d'accord sur les objectifs, sur quoi on va juger de leur atteinte, et les moyens qui vont avec. Voilà, simplement mon expérience, c'est qu'on ne peut pas généraliser ça partout dans l'État, le secteur public. Il faut un certain alignement, la durée de mandat d'un dirigeant, une feuille de route stratégique claire et l'action publique fait que non, à un instant T, c'est pas vrai. On ne peut pas dire que l'État sait exactement ce qu'il veut faire, surtout. Il y a des champs qui sont explicités avec un cap clair et d'autres, on est plutôt dans des phases de concertation, de conception, de réinvention aussi de modèles. Voilà, et on a une souplesse différente. Non, alors pour revenir à la question qui était posée sur... Alors c'est vrai que les budgets se sont développés historiquement dans des environnements qui étaient des environnements stables. Et pour autant, les entreprises expliquaient que si elles mettaient en place des budgets, c'est parce que leur environnement devenait de plus en plus turbulent. On était dans les années 30, donc le discours, il peut porter. Mais en fait, les entreprises qui ont fait ça étaient toutes dans des environnements stables, où on créait des situations en fait, où il était possible
de faire de la programmation pluriannuelle, parce que c'est pas un état de nature en fait, la capacité à faire de la programmation pluriannuelle. J'ai des exemples où les entreprises se trouvent dans des cartels. Donc, c'était Péchinet dans les années 30, hein, ils sont dans des cartels, ils se répartissent le marché avec les autres, et donc sur plusieurs années, ils savent exactement quelle va être leur production. On est très loin de l'économie de marché, et donc ça devient plus facile de faire des budgets. Donc on a plein d'exemples comme ça. On a des entreprises qui ont des investissements qui peuvent être très lourds, en fait, entreprises très intensives en capital. Elles ont besoin de faire de la programmation pluriannuelle. Et donc elles ont intérêt à faire attention sur les marchés sur lesquels elles vont, parce qu'il y a des marchés qui ne vont pas leur permettre de faire de la programmation pluriannuelle. C'est-à-dire qu'il y a un choix stratégique à faire du type de marché sur lequel on rentre en fonction de son intensité capitalistique qui fait qu'on y va ou on n'y va pas. J'ai connu des entreprises qui se lançaient en fait dans des investissements majeurs avec des visibilités extrêmement faibles. C'est suicidaire. Alors on faisait des beaux budgets, des beaux plans, etc. Mais tout ça, c'est pour la galerie. Ils étaient incapables de tenir quoi que ce soit parce qu'ils n'avaient pas sécurisé en fait les marchés sur lesquels ils entraient. Un très bon cas, j'ai eu à suivre récemment, une étude de cas sur Saint-Gobain. C'est intéressant ce que dit Jean-Louis Beffa en fait sur la stratégie de Saint-Gobain. On ne va pas sur tous les marchés, on va sur les marchés qui sont des marchés régionaux sur lesquels on n'a pas de risque de voir apparaître des concurrents chinois, parce que quand vous investissez plusieurs millions, plusieurs centaines de millions d'euros sur des investissements, vous ne pouvez pas vous permettre de voir arriver des concurrents. Ça, vous le laissez aux autres, à ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà. Donc cette dimension pluriannuelle, elle est assez indispensable pour pouvoir avoir un budget qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont de plus en plus contestés, en fait. On va faire de la théorie économique, de plus en plus contestés. Il reste encore des endroits où on peut avoir des marchés qui ne sont pas contestés, et c'est là où le budget va trouver toute sa pertinence. Dans les marchés qui sont hautement contestés, le budget, il n'a plus trop d'utilité. C'est un peu la critique du beyond budgeting. Il y a des marchés où vous pouvez juste être en réaction, en fait, à ce qui se passe. Et là, la programmation pluriannuelle, on l'oublie, quoi, parce que là, on reprend la critique de Keynes. À long terme, vous serez tous morts, donc de toute façon, ça ne sert à rien de faire de la programmation pluriannuelle. Donc, il y a vraiment une dimension contingente sur les marchés. Il y a un choix stratégique. J'ai interrogé, c'était Robert Castain, ancien directeur financier de Total. Je l'ai interrogé sur les relations qu'il a avec les analystes financiers. Et c'était très intéressant ce qu'il me dit. Mon travail de directeur financier, c'est je choisis à quel analyste financier je parle. En fait, il y en a deux. Je vais caricaturer. Il y a l'analyste financier qu'il appelait new-yorkais. Il a 50 ans, il a travaillé toute sa vie dans le pétrole. Et c'est un professionnel du pétrole. Quand il me donne des conseils, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, il y a l'analyste financier londonien. C'est un arbitragiste, en fait, il a 30 ans, il applique le modèle du CAPM, la Capital Asset Pricing Model, et il arbitre votre titre contre un autre. Eh bien, moi, mon travail de directeur financier, c'est de savoir à quel analyste financier je parle pour pouvoir engager des investissements de long terme. Parce que et je ne veux pas le trahir, parce que si je trahis mon New-Yorkais, demain, je vais me retrouver arbitré par le londonien, et là, les investissements de long terme, si je ne distribue pas assez de dividendes, ça ne marchera pas, il faudra faire du cost-cutting. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant, en fait, cette dimension il y a l'environnement incertain ou certain, en fait, c'est à la fois une donnée externe, mais aussi une donnée choisie, construite, en fait, et c'est tout le travail alors pour le coup, du contrôleur de gestion, du manager, du directeur financier, dans mon exemple, de choisir cet environnement. Pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est effectivement très, très éclairant, y compris de savoir si on est en marché contestable ou pas. Je pense que la puissance publique, assez largement étant faite dans des situations de monopole. Alors, c'est clair, on va dire, pour le cœur des missions de la puissance publique, les missions régaliennes, la sécurité, la justice, bon, c'est plus contestable dans d'autres secteurs, clairement, éducation, école, etc. Même s'il y a quand même un cœur, et qui, je pense, d'ailleurs, anime les fonctionnaires, qui est de dire qu'il y a un service public à offrir à tous, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va profiter du service, puisqu'on peut faire le choix du service privé, je dirais pas équivalent, mais enfin voilà, qui délivre le service. Mais donc il y a un rapport au marché contestable qui est inversé complètement, et ce qui, par rapport à la notion de budget qui ne se déploie que dans un environnement stable, je dirais nous la stabilité c'est la donnée d'entrée. Et le rôle des budgétaires, il est aussi de déstabiliser, et de dire qu'on n'est pas là pour reproduire à l'infini. Et puis l'autre dimension en réaction qui me semblait importante, c'est aussi de se dire qu'effectivement, moi je vous dis, je plaide beaucoup par conviction pour la programmation pluriannuelle, la définition du tendanciel, etc. Mais il ne faut jamais oublier que pour un budgétaire public, le budget, c'est à la fois un acte de prévision et d'autorisation. C'est les fondamentaux, c'est le cours 1 de finances publiques, mais en fait, c'est
extrêmement fort. C'est un acte d'autorisation parlementaire et c'est une des garanties quand même de la démocratie. C'est voilà, les grands principes du droit budgétaire et qui ont, je pense, un sens profond. Et alors, les contraintes se posent sans doute différemment dans le secteur privé, mais dans le secteur public, voilà, ce qu'il y a au frontispice de nos établissements, de la Cour des comptes, la nécessité qu'a tout agent public de rendre compte de son administration, le fait de voilà, de présenter dans un document unique le budget, d'être suffisamment précis sur la destination. Le fait d'avoir une capacité à être contesté annuellement est en fait très 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 lié voilà, à l'exercice du contrôle du politique. Et c'est une autorisation parce qu'à la fin, derrière chaque dépense publique, il y a quand même un contribuable, mais même au-delà de ça, un usager du service public devant qui on est comptable en fait, effectivement, de la pérennité de l'entité.